Hop là. Donc c'est bon, tout le monde voit bien l'écran. Ouais, 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 L'enregistrement est lancé, on est bon. c'est bon, on est bon. Parfait. Bon, bah déjà, merci d'être présent hein, pour cette formation à la fresque écologique du tennis. Donc l'avantage, c'est que là, vu qu'on n'est pas très nombreux, on va pouvoir interagir en direct hein, et poser directement vos questions au fil de la présentation. Je pense que ce sera plus bénéfique comme ça. Donc voilà, donc déjà pour vous introduire un petit peu la fresque écologique du tennis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type d'atelier ou non, ou de la fresque du climat par exemple, si ce sont des choses qui vous parlent. Mais donc la fresque écologique du tennis a été lancée par la FFT et c'est un atelier qui est ludique, pédagogique. L'objectif en fait, c'est de sensibiliser au travers de la pratique du tennis sur les grands enjeux environnementaux. Ce qui fait qu'on y parle également beaucoup tennis. Donc c'est ce qui plaît aussi beaucoup hein, parce que voilà, on va évoquer forcément les enjeux environnementaux, mais on apprend également beaucoup de choses sur le tennis, son fonctionnement, tout l'écosystème en France, etc. Donc voilà. Donc, ça a été inspiré de la fresque du climat. Et l'idée aussi, c'est qu'au-delà de sensibiliser, on apporte aussi des solutions concrètes à l'échelle de chaque individu. Donc là, c'est plutôt on va dire l'animateur qui va s'adapter à son public pour justement apporter des pistes d'action concrètes, sachant que nous, les pistes d'action, de toute façon, on vous les fournit. Donc voilà, et donc on a un objectif d'atteindre 50 000 personnes d'ici fin 2025, donc fin de l'année là. Ça va être, je pense, un peu corsé, mais voilà, là on est à peu près à 37 000 personnes sensibilisées depuis le lancement, donc depuis un peu plus de 2 ans. Quand Par tu parles de rapport sensibiliser, c'est des personnes qui ont participé qui ont fait aux la ateliers, c'est fresque. ça? Ouais, c'est D'accord. ça, qui ont fait la fresque. Donc ça, nous, c'est déclaratif de toute façon, donc c'est pas toujours évident d'avoir tous les chiffres, hein. Mais globalement, c'est quand même un bon suivi parce qu'on c'est ce qu'on vous demande en tant qu'animateur ensuite de faire remonter le nombre de personnes sensibilisées. Donc voilà, donc on a deux versions. On a une version atelier qui dure 2 heures, où en fait on a deux équipes qui s'affrontent avec un jeu de cartes. L'animateur s'appuie sur les cartes pour pouvoir animer l'atelier. Euh, et on a deux équipes qui s'affrontent en même temps sur des quiz, etc. Bon, c'est souvent un format qui est réalisés dans des centres de formation, dans le cadre de stages, etc. Parce que forcément, il faut un peu de temps quand même pour le décliner. La deuxième version, c'est une version événementielle qui, elle, est beaucoup plus répandue. Et là, c'est la formation ce soir va être vraiment sur cette version. Parce qu'en fait, c'est une version qui est plus simple à mettre en œuvre, notamment dans le cadre d'événements, de tournois, de compétitions, etc. Et surtout, on peut sensibiliser de façon très synthétique sur une thématique clé entre 5 et 20 minutes. Et donc, en fait, on reprend tous les éléments de l'atelier et qu'on a mis. Voilà, donc on a 5 thématiques principales, les infrastructures, le transport, l'alimentation, le matériel sportif et enfin le numérique. Et donc là, ce soir, je vais pouvoir justement prendre le temps par thématique pour vous expliquer la mécanique en fait, de l'animation, mais aussi les données qu'on partage à chaque fois pendant l'animation. Voilà. Et l'objectif vraiment, c'est de capter l'attention du public. Il faut être quand même assez bref parce qu'on n'a pas forcément un temps très long. Après, ça peut être organisé aussi avec des scolaires, par exemple, où là, on peut prendre un peu plus le temps avec des groupes pendant la journée, des écoles, par exemple, pendant un tournoi. Et ça, c'est très apprécié souvent comme animation. Donc voilà, donc par rapport au stand événementiel, voilà le visuel du stand déjà pour vous donner un premier aperçu. Donc c'est les fameux stands dont dispose la Ligue, donc les 3 stands. Donc là, on a les 5 grandes thématiques que vous voyez en haut. Et l'atelier, en fait, se déroule de haut en bas. Donc on commence toujours par les cartes orange. Et ensuite, on va aux cartes bleu clair, aux cartes bleu foncé. Et puis au bon geste ensuite par rapport aux actions. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint, a priori. Mais normalement, c'est bon, on est au bon moment pour rejoindre la formation. Donc voilà comment ça se déroule. On commence vraiment par les incontournables. Donc c'est tout ce dont on a besoin pour pratiquer le tennis, que ce soit en termes d'infrastructure, de transport. C'est qui s'alimente, par exemple, dans le cadre d'un tournoi, quel matériel et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on consomme numériquement, on va dire, pour le tennis. Ensuite, on dévoile l'envers du décor. En fait, là, c'est plutôt de se dire, bah, derrière mon terrain, bah, je vais devoir l'entretenir pour être sûr qu'il soit praticable toute l'année. Et après, je dévoile les impacts, c'est-à-dire que typiquement, là, bah, je vais devoir l'arroser ou alors, par exemple, enfin, utiliser de l'eau pressurisée pour tout ce qui est démoussage, etc. Donc voilà.
Et après, on a donc les pistes d'action qu'on met en évidence. De toute façon, je vais vous détailler ça étape par étape et surtout thématique par thématique. Donc, par rapport à l'animation, par rapport au déroulé, si vraiment on prend du recul, comment ça se passe? En général, de toute façon, on commence toujours par le montage du stand. Donc ça, le montage, je vous conseille quand même de prévoir quand même 1 heure avant le début de l'animation ou du tournoi ou de l'ouverture des portes, par exemple, pour prendre le temps de le monter. Alors, il est facile à monter, hein, c'est juste qu'il est un peu il est costaud dans le sens où il est grand. Certains stands font 2,40 m par 2,40 m, donc c'est quand même grand, et le nouveau fait plutôt 2 mètres par 2 mètres. Donc, c'est quand même mieux que vous soyez au moins deux. Ça aide. Après, honnêtement, ça se fait tout seul, hein. Enfin, après, une fois qu'on prend la main, on arrive à le monter tout seul. Donc voilà. Et l'idée, c'est de le mettre quand même dans un endroit où déjà, il n'y a pas trop de prise au vent. C'est vrai qu'en extérieur, faut vraiment soit utiliser des poids de lestage ou alors installer une petite tente, un barnum pour être sûr qu'il tienne. Parce que sinon, il risque de prendre le vent. Et après, c'est de l'installer dans un endroit de passage où il y a du monde qui soit vraiment identifiable parce on le voit bien, mais il faut quand même qu'on l'incorpore dans les autres animations si possible pour être sûr que les gens viennent justement et participent, quoi. Donc voilà. Donc après, l'idée, c'est que la première étape, c'est d'attirer le public. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous attirez au fur et à mesure de l'événement ou de la journée où vous organisez cet atelier, soit vous faites des groupes prédéfinis. Ça peut se faire aussi, bien sûr, et des créneaux. Il y a aussi des tournois, par exemple, qui ont fait en sorte qu'il y a un roulement. Donc, dès que les perdants ont fini leur match, etc., enfin, dès qu'on est sorti du tournoi, bah, en fait, on va faire les animations, etc. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Après, l'idée, c'est que la personne donc choisisse sa thématique. L'objectif, c'est que l'animateur va pas parler en continu. C'est plutôt un vrai échange avec la personne. Donc après, vous verrez en tant qu'animateur, souvent on s'adapte au profil parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise et qui vont vite prendre la parole, toucher les cartes, etc. Et il y en a d'autres où voilà, il faudra peut-être les aider un petit peu plus ou les aiguiller un peu. Mais en général, on essaye de faire en sorte que vraiment la personne soit impliquée dans l'animation dès le début. Donc, c'est elle qui choisit sa thématique à réaliser. Donc, elle peut choisir infrastructure, matériel, etc. Après, vous aussi, en tant qu'animateur, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi leader l'animation. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise au début de traiter une thématique plutôt qu'une autre, bah, si la personne est hésitante, vous pouvez aussi vous proposer une thématique. Voilà. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'en tant qu'animateur, vous pouvez quand même garder le lead si besoin. Et ensuite, vous allez pouvoir dévoiler le contenu. Donc, l'objectif, c'est de dévoiler les cartes au fur et à mesure de l'animation. Vous allez le voir, on a glissé des questions clés en fait pour faire deviner les cartes à la personne et de les dévoiler. Faut surtout pas dévoiler tout sans poser de questions ni donner de contexte. L'objectif, c'est vraiment que la personne participe activement à l'animation et répondre aux questions qu'on lui pose. Et ensuite, pareil, qu'elle soumette déjà quelques idées d'action avant de dévoiler les actions possibles. Voilà. Et puis après, en fin d'atelier, vous pouvez continuer, bien sûr, c'est possible de faire une deuxième thématique. En général, on considère que pour faire toutes les thématiques de la fresque, il faut prévoir quand même une bonne heure si on aborde tous les sujets en détail. Ça peut être 45 minutes si on fait de façon plus synthétique. Mais globalement, voilà, il faut quand même un peu de temps si jamais la personne veut refaire une thématique ou faire toute la fresque. Et vous pouvez aussi remercier. Nous, on organise pas mal de jeux concours aussi. Après, c'est optionnel, hein. Mais c'est vrai qu'on aime bien nous remercier plutôt après. Après, si vraiment il n'y a personne qui vient sur le stand et que c'est compliqué de les attirer, bah là, faut pas hésiter à faire un jeu concours et de l'annoncer dès le début, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en place. Et après, on a un suivi post-atelier où ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur le fait que voilà, nous, on suit le nombre de personnes sensibilisées, on a des retours d'expérience, etc. pour venir enrichir la fresque au fur et à mesure. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer le vif du sujet et commencer par la thématique infrastructure. Et donc je peux dévoiler au fur et à mesure et puis on prendra un temps juste après pour toutes vos questions. En tout cas, on a des fiches nous mémo. Donc là, vous voyez, CF fiche mémo. En fait, on a un espace animateur où on vous donne accès juste après à l'issue de la formation. Et sur cet espace animateur, vous aurez toutes les ressources à votre disposition, y compris il y a quand même un replay aussi de webinaire, mais c'est bien là que ce soit enregistré parce que comme ça met à jour certaines données. On a un quiz aussi que vous pouvez faire directement pour vous entraîner avant une première animation. Et on a les fameuses fiches mémo où là, vous avez des fiches anti-sèches que vous pourrez avoir le jour J
pendant justement l'animation, donc sur votre téléphone par exemple, pour avoir toutes les données, parce que forcément, vous allez voir, il y a pas mal de données différentes, etc. Et vous pouvez les personnaliser par rapport à l'événement dans lequel vous faites la fresque. Donc ça, c'est l'avantage. Donc si on parle des infrastructures et qu'on commence par la première étape qui est de faire deviner les cartes orange, donc les incontournables, il faut savoir que vous allez avoir des caches par-dessus ici qui avec un système de velcro, vous pourrez être scratché en fait directement à la toile. Et donc, on a, nous, ici, mis des devinettes. Donc, club, c'est j'en suis l'adhérent. Stade, j'ai des gradins. Donc, ça, en général, les gens trouvent très facilement grâce aux petites devinettes. Après, donc, l'idée, c'est aussi de les guider, de leur demander s'ils connaissent, par exemple, le nombre de clubs qu'on recense en France. Stade, c'est assez particulier parce que c'est quand même très lié plutôt au tennis, on va dire, dans les grands chelems, etc., où on a besoin de grosses infrastructures. Mais c'est quand même bien de le mentionner parce que forcément, ça fait partie quand même du tennis. Voilà, donc normalement, vous dévoilez toutes les cartes oranges et vous passez après à l'étape d'après. Mais là, je vous ai mis en évidence les liens vraiment de cause à effet, on va dire, quoi. Parce que typiquement, dans le club et le stade, et ben, dans l'envers du décor, c'est qu'on va retrouver tout ce qui est lié à l'éclairage et le chauffage. Et là, il faut savoir qu'à cette étape-là, ici, les caches ne sont que des points d'interrogation. Donc la personne, elle ne saura pas du tout, elle n'aura aucune information sur ce qui peut se cacher derrière justement cet envers du décor. Donc là, vous, en tant qu'animateur, c'est vraiment votre rôle de les mettre sur le bon chemin. Donc là, par exemple, vous pouvez tout à fait dire, bah, si je veux être sûr le soir, si je joue de nuit, un soir d'hiver, et que je sois sûr de voir ma balle, de quoi j'ai besoin, et bah, tout de suite, ils vont parler d'éclairage. Pareil, si on veut se sentir bien, être confortable en plein hiver, bah, je vais avoir besoin de chauffage, etc. Et donc ça, ils trouvent après du coup facilement. Et vous pouvez illustrer aussi avec où est-ce qu'on retrouve les éclairages. Bon, le chauffage des cours, c'est quand même anecdotique en France parce qu'il y a moins de 10% qui sont chauffés. Mais bon, ça peut être quelque chose quand même qu'on peut évoquer. Et ensuite, typiquement ici, ça va être, à votre avis, quel va être l'impact généré par cet éclairage et le chauffage? Et ben, on va retrouver la consommation d'énergie qui, elle, et cet impact, de toute façon, va se retrouver absolument partout, hein, dans toutes les thématiques, on aura de la consommation d'énergie. Et là, votre rôle en tant qu'animateur, c'est d'apporter un peu plus d'infos sur le fait que, bah voilà, ça dépend du type d'énergie qu'on utilise, l'impact ne sera pas le même. Donc forcément, si on distingue les énergies fossiles des énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire. Donc forcément, tout ce qui est énergies fossiles vont émettre plus de gaz à effet de serre et contribuent directement au dérèglement climatique. Et les énergies renouvelables, elles, vont provenir donc de 5 sources d'énergie dites naturelles, bon, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, oui et non, parce qu'elles vont pas émettre peut-être au moment où on la reçoit, mais par contre, forcément, le fait de produire des panneaux, des éoliennes, etc., là-dessus, même là, on utilise parfois des énergies fossiles aussi pour les produire. Donc voilà. Donc, il faut toujours garder ça dans la balance quand même. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elles ne vont pas émettre, en tout cas, à l'instant T. Pareil pour l'énergie nucléaire. Alors, l'énergie nucléaire va vraiment émettre une faible quantité de CO2 et c'est ça, et c'est pourquoi en France, on a quand même une électricité qui est fortement décarbonée. Donc voilà, et puis après, de bien insister quand même sur les énergies fossiles qui représentent aujourd'hui la source la plus utilisée dans le monde. Et en fait, on le voit bien, depuis les années 70, en fait, on repose principalement sur les énergies fossiles. Et en plus de reposer principalement sur ces énergies, on se rend compte qu'en fait, depuis les années 70, on consomme désormais 2 fois plus d'énergie, quoi. Ce qui fait que voilà, on sent que c'est resté, le socle commun est resté, mais on augmente quand même considérablement la consommation. Même si bien sûr, il y a quand même des efforts qui sont faits et on a quand même aujourd'hui des sources d'énergie dites renouvelables qui sont quand même un peu plus présentes dans nos mix énergétiques. Bon, là, vous avez des détails un peu plus, des graphiques, mais ça, c'est plus pour vous si vous voulez vous pencher sur les sujets. Voilà, pour savoir les consommations d'énergie par secteur, par source. On retrouve quand même principalement le transport. De toute façon, vous allez le voir, hein. En général, le transport est quand même un peu partout. Et c'est souvent le premier poste, mais on a aussi tout ce qui est lié au résidentiel et tertiaire, etc. Et ici, c'est quand même important, je pense, d'avoir ça en tête, typiquement avec le nucléaire, parce que c'est quand même très spécifique à la France, hein.
où on a quand même 67% du mix électrique en France qui dépend du nucléaire. Et on est quand même au plus haut niveau de production depuis les 5 dernières années, en 2024 notamment. Et ici, vous avez un comparatif entre les différents types de chauffage. Donc, si par exemple, vous avez un dirigeant de club, c'est vrai que c'est rare qu'il ait la main forcément sur le type de chauffage, etc., dans son club. Mais en tout cas, si on vous pose la question de bah, alors qu'est-ce que j'installe demain comme type de chauffage si j'ai le choix, bah, là, vous avez un comparatif. Après, bien sûr, ici, c'est un comparatif que en termes de CO2 émis. Après, il y a plein d'autres enjeux, que ce soit économique, etc., bien sûr. Mais voilà, en tout cas, vous avez quand même un comparatif. Donc voilà sur les infrastructures. Et bien sûr, le dernier élément va être le terrain. Donc voilà, et là-dessus, c'est de faire deviner. Alors, la petite devinette, c'est je joue dessus. Et là, on peut tout à fait demander le nombre de cours, par exemple, qu'il y a en France. Et là, souvent, c'est une question qu'on pose après avoir dévoilé la carte club, puisque du coup, la personne peut facilement faire un petit calcul. Voilà, si elle a le nombre de clubs, elle peut estimer le nombre de terrains en tout. Et après, c'est d'illustrer avec les 3 types de terrains qu'on retrouve en France. Donc, majoritairement du béton poreux, puisque de toute façon, la grande majorité des clubs sont municipaux. On a la résine et la terre battue, avec la terre battue qui, aujourd'hui, représente même un peu moins de 16%, hein, ça évolue pas mal. Voilà, et puis en gazon, on vous le citera toujours, hein, mais c'est vraiment minoritaire en France. Et là-dessus, par exemple, sur le terrain, forcément pour que le terrain soit praticable toute l'année, dans des bonnes conditions et de façon, on va dire, en sécurité aussi, enfin qui apporte de la sécurité pour les pratiquants, etc., bah, va falloir les entretenir les terrains. Et puis, il y a aussi l'aspect où demain, j'installe un club ou alors je rénove mon club, bah, va falloir fabriquer mon terrain, en tout cas au démarrage. Et donc ça, on peut vraiment insister sur les types de matériaux notamment qu'on retrouve parce que on cite les types de terrains, c'est sûr, on a le béton poreux, résine, etc. Mais c'est bien aussi d'expliquer de quoi sont composés justement ces différents types de terrains. Donc avec la terre battue, on va retrouver donc la brique pilée sur les couches calcaires, le béton poreux avec les gravillons ciment, la résine qui est souvent majoritairement une pellicule synthétique sur une couche bitumineuse. Voilà, donc là l'idée c'est plutôt d'illustrer avec les matériaux qu'on utilise et le fait qu'on consomme de l'eau, notamment dans l'entretien des terres, mais aussi sur les surfaces en dur, notamment, et surtout avec des produits, souvent des biocides, etc., pour les démousser. Voilà. Et donc là-dessus, en termes d'impact, vous allez forcément retrouver la consommation de matières premières. Donc là-dessus, comme vous en avez parlé juste avant, les personnes font très facilement le lien, hein. Donc on consomme des matières premières pour le fabriquer, mais même pour l'entretien, parce que typiquement une terre battue, on va quand même venir faire une réfection chaque année, rajouter de la brique, etc. Et puis on consomme aussi de l'eau. Voilà. Et puis après, là vous avez la tonne de briques pilées par cours. Bon, à Roland, là c'est sur le Châtrier. Donc voilà, donc on atteint quand même souvent la tonne de briques pilées par cours de tennis. Et bien sûr, vu que on a l'entretien, on va également avoir la consommation d'énergie. Ça, notamment lié à la fabrication des terrains, on utilise quand même beaucoup de tractopelles, etc. Donc voilà, on a aussi toute la partie extraction des matières premières qui, là aussi, consomment de l'énergie. Et après, on peut même aller encore plus finement en se disant, bon, bah voilà, si demain j'arrose, ça veut dire que j'ai probablement installé une pompe. Et donc, si je pompe, bah, je vais consommer aussi de l'énergie à ce moment-là, quoi. Donc voilà, et après, vous avez tout ce qui est lié à la production de déchets. Alors ça, c'est principalement quand même en fin de vie ou dans le cas de rénovation de terrain. Voilà, où là, on produit quand même pas mal de déchets de construction. Alors la plupart des déchets sont quand même valorisables, hein. Tout ce qui est béton, gravier, etc. Mais bon, on a forcément des typologies de déchets quand même différents et il y a quand même une norme à respecter là-dessus. Et puis après, il y a tout ce qui est lié à la consommation et pollution de l'eau, puisque voilà, l'arrosage répété d'une terre battue, on estime entre 100 et 300 mètres cubes d'eau. Donc souvent, on donne la moyenne de 150, sachant que ça représente à peu près l'équivalent d'un foyer français. Donc en fait, un cours de tennis consomme chaque année l'équivalent d'une famille de 4 personnes. Voilà, donc ça peut donner un bon chiffre pour que les personnes puissent représenter cette consommation. Donc voilà sur les infrastructures. Est-ce que déjà à cette étape-là, vous avez des questions particulières ou est-ce que ça va? On est bon. Non, c'est clair, c'est clair. Ok. Je pensais pas qu'il y avait autant
il y avait un impact autant au niveau de l'eau et l'arrosage Mm. des terres battues, en Ouais. définitive. Alors ça, en plus, c'est une donnée qui est très difficile quand même à avoir. Enfin, là, on se structure à la Fédé quand même avec le service équipement pour installer des compteurs sur les cours, surtout en terre, hein. Et c'est vrai que c'est une donnée qui nous manque quand même des remontées terrain. Parce qu'en fait, alors on estime entre 100 et 300 mètres cubes. Nous, à Roland, c'est vraiment 150 mètres cubes, mais c'est pas du tout représentatif. Surtout que c'est sur une période quand même assez clé, quoi. C'est courte, ouais. Donc assez courte et concentrée. Donc après, et ça dépend énormément de la région. Il y a des régions qui vont s'affranchir du besoin en eau, alors pas en totalité, bien sûr, mais quand même, parce qu'il pleut beaucoup, etc. Là où d'autres régions, ça peut monter à plus de 300 mètres cubes parce que pour le coup, on est beaucoup victime de sécheresse, etc. Et là, il faut vraiment arroser plus, quoi. Mm. Donc oui. Alors après, on a la thématique transport. Alors la thématique transport, vous allez voir, c'est le même fonctionnement que l'alimentation en termes de mécanique d'animation. L'objectif ici, c'est de mettre en évidence tous les publics qui vont donc se déplacer dans le cadre d'un événement, donc très lié quand même à un tournoi ou événement, etc. Et c'est une thématique qui est un peu difficile dans le sens où c'est un peu la bête noire des événements. Ça, vraiment, en général, c'est plus de 80% de l'impact d'un événement sportif. Et y compris à l'échelle amateur, c'est là où l'impact, le poste est le plus émetteur. Sauf que c'est aussi la thématique où on a le moins la main dessus, en fait, parce que finalement, c'est très difficile de contrôler d'où vient la personne et comment elle vient dans le cadre d'un événement, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est quand même bien de sensibiliser forcément à ces enjeux pour encourager des bonnes pratiques liées au transport. Donc par rapport à ça, vous allez avoir ici, je suis l'acteur du jeu, j'adore le tennis. Comme ça, ils vont pouvoir trouver les joueurs. Alors dans les joueurs, on comprend aussi le staff, etc. Bien sûr, hein, toutes les équipes organisatrices, les bénévoles, etc. Et ensuite, on a tous les spectateurs et fans qui, eux, viennent vraiment pour l'événement et regarder, etc. Donc voilà, donc là, c'est vraiment les deux principaux publics qui vont se déplacer, même si bien sûr, on pourrait ajouter également tous les transports liés à la logistique de l'événement, puisqu'il y a quand même des phases de montage, démontage, etc. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi évoquer à l'oral. Bon, là-dessus, nous, on a donné des chiffres clés assez génériques sur le nombre de pratiquants. C'est toujours bien de le rappeler, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait combien de pratiquants on est, même de licenciés. Voilà, qu'on est la deuxième fédération sportive en France. Après, là, il ne faut pas hésiter à poser une question quand même en lien avec l'événement dans lequel vous animez, parce que c'est toujours mieux voilà, de dire à votre avis combien de spectateurs on est chaque année, ou alors combien de joueurs viennent chaque année, etc. Voilà. Et ici, forcément, faut pas chercher bien loin, hein. L'envers du décor va être tous les déplacements que vont engendrer mon événement, mon tournoi, etc. Donc là, ici, vous pouvez tout à fait essayer enfin, de demander à la personne comment elle est venue, justement, et d'où elle est venue, par exemple, et puis de bien insister sur le fait que le transport, à l'échelle d'un Français, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc, ce qui fait c'est quand même un levier finalement important aussi pour pouvoir réduire son impact. Voilà. Et après, de montrer donc tous les impacts en lien. Alors, bien sûr, ici, il ne faut pas du tout être moralisateur non plus, hein. Nous, l'objectif de la fresque, c'est aussi de les amener vers des bonnes pratiques et de montrer voilà, ce qui peut être fait et pas de taper sur les mauvais comportements, etc. Enfin voilà, là, si la personne est venue d'avion alors que, par exemple, elle est venue, je ne sais pas, de Nice jusqu'à Paris, etc. Bon, bah voilà, il y a d'autres réalités qui font que parfois on prend l'avion plutôt que le train, notamment économique, etc. Donc voilà, donc là, faut garder ça en tête et plutôt guider la personne vers voilà, le bon comportement à avoir, etc. Mais de toute façon, ça, on en parlera aussi dans les pistes d'action. Et ici, vous allez retrouver encore une fois la consommation d'énergie, où là, forcément, les transports sont quand même majoritairement motorisés, utilisent des énergies et notamment fossiles, hein. Mais l'impact ne va pas être le même en fonction du type d'énergie, bien sûr. Donc voilà, vous avez carburant, diesel, essence, tout ce qui est issu du pétrole qui va émettre du CO2 et l'électricité qui, elle, va émettre une plus faible quantité, surtout dans la phase d'usage notamment. Voilà, alors là-dessus, pareil, hein,
souvent, on se dit, oh là là, je vais avoir des questions pièges quand je vais animer cette fresque, je maîtrise pas tout, etc. Et honnêtement, c'est très, très rare. Même dans des grands événements comme à Roland, au Rolex Paris Master, on a très peu eu, enfin jamais eu même, de questions pièges ou de débats sur la voiture électrique, etc. ou les centrales nucléaires. En fait, souvent, les personnes, au contraire, apprennent plein de choses et repartent avec beaucoup d'informations et sont pas là pour challenger ce que vous allez dire. Donc déconstruire un peu les débats, les idées reçues sur la voiture, ça va pas forcément, enfin sur la voiture électrique par exemple, ça va pas du tout être votre rôle en tant qu'animateur, hein. Après, il faut quand même garder en tête qu'en France, un véhicule électrique, par rapport à son homologue thermique, va émettre moins de CO2, y compris en prenant en compte la phase de fabrication. Après, ça pose d'autres problèmes effectivement sur le recyclage des batteries, etc. Mais globalement, vu qu'on a une énergie quand même, enfin une électricité, pardon, décarbonée, la voiture électrique est quand même plus intéressante en France. Après, c'est sûr que si on passe d'une toute petite citadine thermique à une très grosse voiture électrique, c'est pas non plus enfin voilà, c'est pas forcément on va dire, ce qui va émettre le moins. Mais voilà. Et en tout cas, sur le transport, vous pouvez vraiment insister sur le fait que voilà, en général, c'est plus de 70% des émissions. Nous, à Roland, ça monte parfois. Il y a une année, c'était plus de 97% des émissions de gaz à effet de serre du tournoi. Donc c'est là qu'on se dit, OK, en fait, si je veux vraiment réduire mes émissions, il va falloir qu'on insiste vraiment là-dessus. Voilà. Pareil, ici, vous avez l'empreinte carbone. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir en tête. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2021, donc ça date un petit peu, mais c'est un graphique qui est très bien fait, je trouve. Et c'est vrai que ça n'a pas été forcément mis à jour de cette manière-là. Mais au moins, ça vous donne un peu. Les postes n'ont pas vraiment évolué, hein. On retrouve toujours le transport en numéro 1 avec une grosse part de voitures individuelles en France et même à l'échelle européenne, hein. On a tout ce qui est lié à l'alimentation en numéro 2, tout ce qui est lié au logement, etc. Toutes nos habitudes de consommation. Et puis après, les dépenses publiques, où là, pour le coup, bon, on peut pas avoir la main dessus. Voilà. Donc, par rapport au transport, forcément, on a la consommation d'énergie, mais il va y avoir d'autres impacts que vous connaissez déjà sûrement, notamment la pollution de l'air, puisque toute combustion de carburant va de toute façon émettre des particules fines et oxyde d'azote. Et là, ça va contribuer au réchauffement climatique, mais aussi diminuer la qualité de l'air. Voilà. Et après, vous allez avoir aussi, alors c'est un terme un peu plus technique, mais honnêtement, vous allez voir, c'est marrant parce qu'avec les profils très jeunes, les enfants ont souvent le terme et souvent sont très doués et très à l'aise sur ce type d'animation. Voilà, donc ça, avec les jeunes, ça marche très bien aussi, hein. Mais il ne faudra pas hésiter à mettre un peu plus sur la piste parce que, vous voyez, le picto ici indique plutôt bah, tout ce qui est lié à la biodiversité, etc. Mais donc l'artificialisation des sols, en fait, c'est le fait qu'on va transformer justement les sols pour en faire notamment des routes, mais pas que. Ça peut être tous les chemins de fer, toutes les pistes d'atterrissage, etc., les aéroports, les gares. Donc toutes ces infrastructures, même les routes, les pistes cyclables, hein, vont venir artificialiser le sol. Voilà. Ici, vous avez des modes de transport, bon, entre modes de transport doux. Mais c'est vrai que maintenant, on entend parler de la mobilité active, où en fait, on utilise l'énergie humaine. Donc, ça marche pas avec les vélos électriques et les trottinettes électriques. Mais voilà. Et donc, sur l'artificialisation, ce qui est vraiment important à savoir et à transmettre, c'est sans aller dans le technique, c'est vraiment de dire que voilà, quand on met la main humaine, le pied humain sur un espace et qu'on le transforme, souvent pour nos propres usages, bah, en fait, on engendre une perte de biodiversité. On vient vraiment bah, complètement couper enfin, l'écosystème qui était présent bah, ne va plus exister, en tout cas localement, quoi, parce que forcément, un sol artificialisé, il va plus vivre, il va plus avoir de vie, et en plus, il ne va plus absorber de CO2. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, notamment sur l'autoroute, mais on a pas mal de ponts, de corridors de biodiversité, où sont des ponts vraiment entièrement végétalisés et uniquement pour les animaux, parce qu'en fait, justement, c'est une réglementation qui est imposée, c'est que dès qu'on construit une route, on doit faire une étude d'impact, analyser potentiellement la faune et la flore qui seraient menacées par cette route et installer des corridors et des ponts de biodiversité tous les X kilomètres pour être sûr que, voilà, que la faune et la flore puissent encore se reproduire.
Donc voilà. Et après, la France a pris l'engagement d'atteindre le zéro artificialisation nette. Donc ça, pareil, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est quelque chose qu'on doit atteindre en 2050 dans le cadre du plan biodiversité. Bon, après, ça sont des choses qui peuvent bouger pas mal, mais par contre, il y a des clubs de tennis qui sont déjà concernés, puisqu'en fait, ce plan interdit l'implantation, par exemple, de nouveaux terrains, parfois dans certains espaces. Donc, nous, ça a été le cas en Ligue Bretagne, par exemple, où un club souhaitait installer un nouveau terrain pour se développer. Et en fait, il a été confronté justement à cet engagement et aussi au fait qu'il était dans une zone assez sensible. Et donc, en fait, les projets ne passent plus. Donc, voilà, c'est très difficile à défendre. Et l'idée, c'est maintenant de réfléchir à comment est-ce que je peux rénover un espace autre ou alors mutualiser avec le voisin, etc. Enfin, voilà, c'est une thématique qui va se poser de plus en plus, surtout qu'il y a une compétition, une concurrence aussi sur le foncier qui va être de plus en plus importante également. Donc voilà, donc pareil, est-ce que sur la thématique transport, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux passer directement à la thématique alimentation? On est bon? Je pense qu'on est bon. Parfait. Alors sur la thématique alimentation, pareil, ça va être le même mécanisme. Vous allez retrouver vos joueurs, staff et spectateurs et fans, puisque c'est eux principalement qui vont s'alimenter dans le cadre d'un événement, d'un tournoi. Ici, pareil, l'envers du décor, faut pas chercher bien loin. Ça va être tout l'approvisionnement qu'on va avoir et qu'on va mettre en place, que ce soit pour la nourriture, les boissons, et aussi beaucoup d'emballage, puisque c'est beaucoup de ventes à emporter. Donc ça, c'est bien d'insister là-dessus. Et pareil, comme on l'a vu, c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pareil, hein, c'est finalement le deuxième levier sur lequel on peut agir. Par rapport à ça, vous allez retrouver encore une fois la consommation d'énergie, que là, on va retrouver à toutes les étapes du cycle, autant dans la phase de production que jusqu'à la fin de vie d'un déchet, qui soit d'ailleurs déchet d'emballage ou déchet alimentaire. Et après, par rapport à la consommation d'énergie, ici, vous avez un exemple en photo. Là, ce sont des serres chauffées, notamment en Espagne, pour produire des tomates en plein hiver, etc. Donc, voilà, ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez justement vous appuyer sur la photo. Par rapport à l'agriculture, l'élevage, etc., bah, vous allez aussi avoir toute la consommation et pollution de l'eau. Donc ça, on a un chiffre clé. L'agriculture et l'élevage représentent 75% de la consommation mondiale d'eau douce, hein, ce qui est considérable. Et c'est quand même la majeure, enfin on va dire, c'est l'agriculture qui va provoquer le principal poste, notamment de pollution des sols et des eaux, avec tous les ruissellements, que ce soit des engrais, des pesticides, que les effluents d'élevage. Voilà. Après, bien sûr, il n'y a pas que l'agriculture. On va retrouver toutes les industries, enfin voilà. Il y a énormément d'autres. Oui, Vous êtes bretonne? non, du tout en Ah bon, plus. parce que si vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, c'est pour ça, parce qu'un un propos comme ça en Bretagne, ça doit faire mouche, hein. Ça va faire mouche, ouais. Ah bah après, là, le rapport est sorti sur l'Europe, notamment avec le fait qu'on se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Et c'est vrai que le rapport identifie bien quand même l'agriculture, malheureusement, comme un poste. Voilà. Ouais. Après, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Mais après, vu toute la compétition qu'on leur met également à l'échelle européenne et toutes les autres, enfin voilà, il y a plein de sujets qui se regroupent. Mais effectivement, ouais, c'est plus la consommation qu'on a aujourd'hui. Mm. Donc voilà. Et sur l'alimentation, forcément, vous allez avoir tout ce qui est lié au gaspillage alimentaire. Bon, là, on a des chiffres, mais ça, c'est pas toujours évident de se représenter les kilos. Bon, hein, même si quand même, mais voilà, c'est pas forcément des chiffres que vous pouvez annoncer, mais c'est quand même bien de sensibiliser sur tout cet aspect-là. Et puis après, vous allez retrouver l'artificialisation des sols. Alors là, pareil, hein, l'artificialisation des sols, c'est à une autre échelle que l'artificialisation par rapport à un goudron, une route, mais quand même, hein, parce que typiquement, quand on fait de l'élevage intensif et qu'on est en cas de surpâturage, bah, en fait, le sol, pareil, hein, il va plus du tout stocker de CO2. Donc voilà, donc ça dépend des pratiques qu'on fait, bien sûr. Et après, on a tout ce qui est lié à la déforestation qui, là, va libérer du CO2. Et pareil, on perd des puits carbone, quoi. Voilà. Et là, typiquement, le rapport qui est sorti très récemment montre qu'on a reculé de 30% les forêts en Europe, alors que pourtant, on a l'impression de planter de plus en plus, etc. Donc voilà, et vous allez avoir tout ce qui est lié à la production de déchets et gaspillage alimentaire. Donc forcément, la production de déchets,
Voilà, on a tous les emballages, s'il y a encore des bouteilles plastiques, etc., canettes, voilà, tous les emballages. Et puis le gaspillage alimentaire qui là se retrouve un peu à différentes phases du cycle de vie. Après, dans le cadre d'événements sportifs, tournois, etc., c'est quand même rare dans la phase de consommation finalement, parce qu'on a peu de restes, sauf si on installe une cafétéria ou un restaurant, où là, ça peut être le cas. Mais souvent, sur des petites ventes à emporter, c'est rare. Donc voilà. Est-ce que pareil, sur l'alimentation, il y a des questions? On est bon. Et pareil, je vais pouvoir démarrer la thématique la plus prisée, qui est la thématique du matériel sportif. Donc ça, il faut savoir qu'en général, c'est la thématique qui sort toujours, hein. Enfin, à chaque fois qu'on propose à quelqu'un de faire la fresque, c'est très régulièrement le matériel sportif, la thématique choisie, parce qu'on va forcément beaucoup parler tennis. Donc vous allez retrouver les raquettes, les balles et forcément les tenues de sport. Donc la raquette, c'est je tape avec, balle, je la tape, tenue de sport, je la porte de la tête aux pieds. Vous verrez, c'est marrant parce que souvent les personnes pour la tenue parlent plus des baskets ou de la casquette, mais pas tant de la tenue dans son entièreté. Après, balle, raquette, voilà, ils trouvent vraiment très facilement et directement, quoi. Là, c'est plutôt de montrer, de leur poser la question. Alors, à votre avis, est-ce que vous savez ce qu'on retrouve dans les balles de tennis? Est-ce que vous savez ce qu'on retrouve comme type de matériaux dans les raquettes? Voilà. Et là, on est quand même parfois assez impressionné du nombre de personnes qui ne connaissent pas forcément en fait que la balle est composée de caoutchouc, etc. Et là, ce qui peut être bien, c'est d'avoir une balle coupée en deux pour que vous puissiez montrer justement l'intérieur d'une balle, parce que c'est vrai qu'on le voit quasi jamais en fait. Et donc, ça leur permet de toucher, de voir et de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc on retrouve du caoutchouc. Il faut savoir que c'est du caoutchouc, il y a du mélange, hein, autant de caoutchouc naturel que synthétique, etc. Et autour, la feutrine, on retrouve un mélange de plastique, de polyamide, de laine et ou de coton. Donc aujourd'hui, les fabricants n'ont absolument pas de... Enfin, à part le fait d'avoir un taux, une hauteur de rebond, tous les critères, on va dire, de l'ITF, etc. Bon, là, oui, à respecter. Mais par contre, ce qu'on met dans la balle comme matériau, personne ne regarde. Donc, tant que ça correspond à l'homologation, bah, ça passe. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas une balle qui est faite pareil. Et d'ailleurs, on le verra, mais dans le broyage des balles, typiquement, nous, avec l'opération balle jaune, on voit qu'il y a plein de couleurs. Parce qu'en fait, les fabricants n'ont pas du tout le même procédé, ou en tout cas pas la même qualité de caoutchouc non plus. Donc voilà. Pour les raquettes, là, c'est plutôt d'insister sur le fait que les raquettes sont de plus en plus techniques, hein, comme n'importe quel sport, le tennis, pareil, hein, se spécialise. Et donc, on a de plus en plus de matériaux performants, hein, avec du graphite, du titane, de la fibre de carbone. Donc, on a des raquettes de plus en plus légères, mais qui apportent de plus en plus de puissance. Et c'est surtout d'insister sur le fait qu'on mélange tous ces matériaux. Et c'est vraiment ça qui va poser problème après pour le recyclage. Parce qu'en fait, on sait les mélanger, mais on ne sait pas après justement les séparer une fois qu'ils ont été mélangés. Le cordage, lui, il est principalement, majoritairement synthétique, hein. À l'échelle française, à l'échelle de la France, c'est quand même 90%. À l'échelle d'un grand chelem, comme à Roland, c'est plutôt 80% en plastique et le reste en boyau, 20%. Mais sinon, à l'échelle française, c'est plutôt les 10%. Voilà, donc on retrouve encore quand même du cordage en boyau. Bon, on retrouve plus de cadre en bois, mais on retrouve du cordage en boyau. Voilà, et sur les tenues de sport, c'est plutôt d'insister sur le fait que c'est composé de polyester, de matière donc synthétique, etc. Parce que c'est très élastique et ça laisse justement évacuer la transpiration, etc. Bon, même si on retrouve du coton. Et par rapport à ça, pareil, hein, il y a un lien très simple, on va dire, hein, c'est que va falloir la fabriquer et l'utiliser. Donc là, il ne faut pas hésiter à dire, bon, voilà, avant d'acheter mon matériel, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire. Alors souvent, les personnes vont vous dire qu'elles ont besoin d'argent, ce qui est vrai, mais la première étape, c'est l'aspect fabrication, quoi. C'est de vraiment insister, de se dire, OK, mais les usines, justement, qui les fabriquent, etc. Et on a aussi mis l'utilisation, parce qu'en fait, on se rend compte que, notamment dans les tenues de sport, la raquette, c'est aussi un peu le cas. Mais le tennis de sport, c'est là où l'impact va être le plus important, en fait. Parce que ramener à un t-shirt, on se rend compte qu'on fait beaucoup de lessive, etc. Donc, on va utiliser de l'eau, etc. On va aussi avoir des émissions de microparticules de plastique dans les cycles de lavage, etc. Donc, c'est là où il y a de l'impact aussi. Vous avez des chiffres clés sur les millions de balles vendues. Donc, on est à 14 millions. On monte à 17 millions dans certaines stats, notamment en prenant les balles en mousse aussi, pédagogiques. Et tout ça donc, va engendrer de la consommation de matières premières, donc comme on l'a dit au début, hein, avec les différents types de matières.
de matériaux. Et enfin, de la consommation d'énergie, bien sûr. Pareil, hein, pour l'extraction des matières, le transport, même pour que la personne aille jusqu'au lieu de vente pour l'acheter et pour sa fin de vie également. Donc voilà. Et au-delà de ça, on va aussi retrouver tout ce qui est lié à la consommation et pollution de l'eau. Donc là, on a un chiffre clé qui fonctionne très très bien. C'est leur demander s'ils savent le nombre de litres d'eau qu'on utilise pour un t-shirt en coton. Souvent, les personnes sont très très loin, hein. Elles annoncent plutôt aux alentours des 20, 25, 50. C'est rare, bon, certaines fois des centaines de litres, mais c'est très rare qu'on nous annonce effectivement les 2500 litres d'eau qui sont nécessaires pour fabriquer le t-shirt. Après, là, ça prend en compte tout, hein, du champ de coton, etc., jusqu'à sa fabrication. Et après, bien sûr, dans la phase de fabrication, vous allez avoir toutes les pollutions liées aux teintures, aux engrais utilisés dans les champs, etc. Et après, c'est plutôt le lavage des vêtements synthétiques, où là, ça pose problème par rapport aux microparticules de plastique. Bon, ça, globalement, c'est un peu partout, hein. Ce sont des sujets qui, pour aujourd'hui, on s'y intéresse de plus en plus, mais on manque quand même de maîtrise. Et on se rend compte qu'il y a du microparticule un peu partout maintenant. Enfin, voilà. Et sur la production de déchets, puisque bien sûr, un équipement en fin de vie va finir par devenir un déchet. Donc voilà pour la thématique matériel sportif. Et on va pouvoir finir avec la thématique numérique avant de passer aux actions. Sur la thématique numérique, alors pareil, elle a tendance à arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, non pas parce qu'elle est déconnectée du reste, mais plutôt parce qu'on se demande pourquoi on va parler de numérique alors qu'on parle tennis. Après, là, c'était plutôt d'insister sur le fait que forcément, le tennis, c'est quand même un sport qu'on consomme aussi numériquement, parce qu'on va sur les réseaux sociaux, on regarde les diffusions, etc. Donc voilà, vous avez des chiffres clés sur Roland-Garros. Mais vous pouvez illustrer aussi si votre tournoi dans lequel vous intervenez, par exemple, est rediffusé aussi. Ça peut être l'occasion de le mettre en évidence. Et après, nous, l'objectif ici, c'est vraiment de sensibiliser, de montrer que, en fait, on a l'impression que tout ce qui est lié à Internet, au numérique, c'est très immatériel, que ça se passe dans un cloud, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Finalement, en fait, c'est quand même, on a besoin de beaucoup d'équipements, beaucoup de réseaux, d'infrastructures numériques. On a énormément de caméras, de data centers, de télé. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est ce qui est exponentiel, c'est le nombre d'objets connectés. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a déjà des dizaines de milliards d'objets connectés à travers le monde. Et ça c'est en croissance chaque année. On estime justement que toutes les émissions justement de gaz à effet de serre liées au numérique augmente de 10% par an du fait de toute l'utilisation de la vidéo, etc., et de la croissance du trafic mondial, quoi. Après, on a aussi un chiffre clé quand même qui est que le numérique est responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui veut dire que c'est le même pourcentage que le transport aérien. Après, ça ne bénéficie pas à autant de personnes, bien sûr. Ça, c'est à remettre dans le contexte. Mais voilà, donc c'est quand même considérable. Et là, pareil, vous pouvez vous amuser auprès de la personne, de lui demander combien d'objets connectés elle a à la maison. Et en fait, très, très vite, elle va en dire, bah, j'en ai 3, ma télé, mon portable, mon ordinateur. Et puis après, au final, on va se rendre compte que le chiffre augmente au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements quand même qui sont connectés. Donc là, vous avez à peu près la consommation d'énergie, du numérique, par type d'équipement, hein. Après, ce qui est bien de garder en tête, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est quasi à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est quand même un peu plus l'usage qui va impacter, mais globalement, on est sur du 55-45 par rapport à l'usage et la fabrication. Donc voilà, donc là, c'est vraiment toutes les évolutions qu'il y a eu entre 2010 et 2025. On voit qu'on a multiplié quand même par 5, hein, les impacts liés surtout aux objets connectés. En fait, ça a vraiment monté en flèche. Ou ici, c'est tout ce qui est lié à la consommation d'électricité liée au numérique, pour avoir un peu plus d'infos. Et sinon, au-delà de ça, vous allez avoir tout ce qui est lié à l'extraction et consommation de ressources. Donc, on a aussi les déchets du numérique qu'on a ajoutés dans la nouvelle fresque, bien sûr. Mais donc là, on peut insister sur le fait que, par exemple, pour fabriquer un téléphone, il faut plus de 70 matériaux. Et par exemple, pour fabriquer un ordinateur portable qui pèse 2 kilos, il faut extraire près de 800 kilos de ressources.
parce que, alors forcément, les 800 kilos ne vont pas servir à la fabrication de l'ordinateur, mais en fait, il faut creuser. Hein, donc, souvent, pour atteindre des métaux, justement, va falloir casser, on va dire, avant de la pierre. Voilà. Et ce qui va provoquer donc des pénuries de ressources, mais aussi pas mal de pollution des sols et des eaux, surtout à l'endroit où on extrait justement les ressources. Et c'est souvent du coup des pollutions de l'ombre, c'est-à-dire que nous qui ne sont pas forcément visibles, en tout cas en France, quoi. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions avant de passer aux pistes d'action? Moi, j'ai une petite question. Là, tu nous as présenté des slides avec la thématique à savoir par item. Ouais. Est-ce que ça, c'est contenu dans le matériel de la fresque ou c'est des choses qu'il faudrait ramener en plus ou Alors, tout ce qui est contenu, c'est-à-dire que toutes les cartes que vous voyez, elles sont sur la toile, hein, donc sur le Ouais, stand. Les petits magnets au-dessus, enfin, c'est pas des magnets, mais les petits caches, eux aussi, sont avec le stand. Par contre, tout le contenu, ça se retrouve dans les fiches mémo, en fait. Donc, d'accord, c'est ça, là, vous appuyez du coup sur ces fiches pour pouvoir animer, ouais. Mm. d'accord, ok. T'as jamais vu une fresque, toi, apparemment, hein? Si, mais j'y ai pas participé. Je l'ai vu, mais de loin. De loin. Donc voilà. Et alors après, pour les actions, là, l'objectif, c'est vraiment de pousser la personne quand même à partager ses idées parce que voilà, elle peut avoir des idées ou elle en met déjà peut-être en place. Et après, c'est aussi vous, en tant qu'animateur, de vous adapter à la personne que vous avez en face. Parce que forcément, si vous avez un pratiquant, vous pouvez lui parler d'isoler les cours, hein, ça peut être pertinent qu'il ait l'information, mais il n'aura pas du tout la main là-dessus. Donc, ce sera mieux de parler notamment plus des actions qu'il peut faire à son échelle ou chez lui ou dans sa pratique, etc. Voilà. Et là, l'objectif ici avec les pictos, c'est qu'en fait, dans ce nouveau format fresque, l'avantage, c'est qu'en tant qu'animateur, vous pouvez avoir des pictos qui peuvent complètement s'adapter à votre discours. Donc, vous pouvez un peu dire ce que vous voulez au travers de ces pictos, quoi. Bon, même s'ils sont guidés, bien sûr, mais l'avantage, c'est que, par exemple, sur l'eau, vous allez pouvoir échelonner le niveau en fonction de la personne avec la personne avec laquelle vous vous trouvez. Parce qu'avant, on avait des phrases déjà préécrites, ce qui fait que c'était trop générique pour certains publics. Il est parfois trop technique pour d'autres. Enfin voilà, donc là, vraiment, vous pouvez personnaliser complètement le discours. Et donc, ces pictos-là, donc là, typiquement sur les infrastructures, pour vous les montrer, mais après, on ira un peu plus dans le détail. Mais là, on a tout ce qui est lié à l'isolation, la clim, notamment avec les températures recommandées. Hein, pareil pour le chauffage, le petit robinet d'eau, l'interrupteur. Et après, ici, en rouge, les pratiques qu'il faut éviter de faire, quoi. C'est-à-dire ouvrir les fenêtres pendant qu'on chauffe, par exemple. Sur le transport, vous allez retrouver le train, le vélo, le covoiturage, le bus, tout ce qui est lié aux navettes, etc. Et de diminuer le recours à l'avion. L'alimentation, vous avez tout ce qui est lié au tri, le fait de végétaliser son alimentation, de réduire le gaspillage, de manger local, de saison, réduire sa consommation en viande. Pour le matériel sportif, c'est tout ce qui est lié aux dons, ou en tout cas à l'achat de seconde main, quoi. L'opération balle jaune, le fait de réparer son équipement, d'en prendre soin et d'éviter de casser sa raquette. Ça fait souvent ouais, sourire, etc. Ça doit faire On sourire a, les jeunes, ouais, ouais, effectivement. souvent, oui. Et le numérique, avec là, privilégier le Wi-Fi, de bien penser à éteindre même les appareils en veille. Et là, c'est plus de questionner son usage, quoi. Voilà, et de limiter la consommation de vidéos. Bon, voilà là-dessus. Après, alors, il y a deux options. Soit vous scratchez les pictos sur la toile, hein, et donc les personnes voient les pictos. Soit vous les gardez avec vous et vous les mettez au fur et à mesure. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, en général, j'aime bien les laisser parce que souvent, ça leur donne des pistes d'idées. Donc, ça les aiguille un peu. Et puis, sûrement, c'est très joli aussi à voir. Enfin, c'est plus esthétique que de voir les scratchs. Mais après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez, hein. Voilà, et alors par rapport aux actions, donc là ici, ça va être, vous allez voir, c'est assez générique. Il y a des actions, bien sûr, qu'il faudra prendre en compte selon le profil et d'autres non. Après, on a aussi un guide de bonne pratique qu'on met à disposition sur le guide du dirigeant, où là, vous aurez des exemples beaucoup plus concrets de ce qui se fait dans des clubs. Et là, ça peut être pas mal peut-être à partager des bonnes pratiques, on va dire, un petit peu plus personnifiées, quoi. Voilà, mais sinon, globalement,
toutes les bonnes actions, ça va être lié, comme on l'a vu avec l'isolation des bâtiments, ce qui permet de réduire quand même les chaleurs. Alors bien sûr, tout dépend si on rénove son club ou pas, et de sa mairie, de sa collectivité. Forcément, on est aussi très dépendant là-dessus. Après, pour tout ce qui est l'énergie, ça va être de gérer sa consommation, d'avoir un thermostat, par exemple, de privilégier l'éclairage LED. Alors ça, c'est pareil, soit c'est la collectivité qui porte le projet, parce que ce sont ses équipements et donc elle instaure, elle met en place les LED. Soit on a des clubs où eux-mêmes finalement finissent par financer leur propre LED, parce qu'ils se rendent compte que c'est déjà beaucoup moins de consommation et beaucoup moins d'entretien aussi par rapport aux anciens éclairages. Voilà, et qui en fait finissent par ne pas attendre la mairie, la collectivité pour mettre en place les LED. Donc voilà. Vous avez tout ce qui est lié au chauffage, comme je l'ai dit, le fait de réduire d'1 degré, ça permet de diminuer sa consommation de l'ordre de 7%. Donc pareil, ça va permettre de réduire aussi ses consommations et ses émissions. Et donc là, vous avez tout ce qui est lié aux températures recommandées, en tout cas même à la maison, quoi. Sur l'eau, c'est d'y aller étape par étape. Donc c'est vrai que, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose donc la pose de compteurs qui est financée donc par une aide à la transition écologique des clubs. Donc ça, c'est très spécifique quand même aux terres. Après, on a aussi, donc il y a 2 types de compteurs. Il y a vraiment des sous-compteurs classiques, on va dire, et il y a des compteurs connectés où là, pour le coup, on a les datas, etc. Mais l'idée, c'est d'abord de savoir ce qu'on consomme, de repérer et réparer les fuites d'eau, parce que c'est vrai que quand on sait ce qu'on consomme, parfois on identifie des consommations qui n'ont pas de liens, enfin qui sont pas logiques, quoi. Donc c'est souvent là où on repère finalement des fuites. Et après, c'est d'y aller étape par étape et de se dire, j'installe dans mon club. Alors forcément, bon là, les douches plutôt que les bains et couper l'eau, ça c'est vraiment des choses qu'on nous rabâche depuis beaucoup d'années. Mais il y a des clubs qui constatent encore, par exemple, des robinets complètement ouverts après que les jeunes soient partis, etc. Et qui se rendent compte que voilà, ils ont beau mettre des affiches, souvent c'est pas toujours respecté. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des clubs qui s'orientent de plus en plus vers les mousseurs, que ce soit dans les robinets que les pommeaux de douche. Après, il y en a qui, on a évoqué ça samedi dernier justement à la mode Beuvron, mais le fait de mettre une musique par exemple pendant les temps de douche pour respecter les 3 minutes, etc. Bon voilà, après il y en a qui jouent avec la couleur, des pommeaux de douche qui changent de couleur. Bon, en tout cas, il y a pas mal d'actions qui peuvent être mises en place. Et puis après, on peut aller jusqu'à plus l'étape d'après, c'est-à-dire optimiser son arrosage, notamment avec les terres, d'installer un collecteur d'eau de pluie, par exemple, en tout cas quand c'est intéressant, parce que ça va dépendre de la région, ça va dépendre pour quel usage, est-ce qu'on veut être autonome dans l'arrosage de ses terrains ou est-ce qu'on veut l'utiliser pour son espace vert. Voilà, tout ça, ça s'étudie en tout cas et ça se met en place. Et c'est vrai que là, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais sur les LED, on a aussi des variateurs de lumière qui se mettent de plus en plus dans les clubs, où en fait, c'est un double avantage, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment augmenter ou diminuer la lumière, et donc ça permet à la fois de réduire les consommations et puis d'adapter aussi au jeu, et donc c'est aussi plus confortable pour les joueurs en fonction de la luminosité extérieure, plutôt que d'allumer d'un coup. Bon, après, les LED, c'est moins fort que les gros néons, mais voilà. Donc voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez des remarques sur les infrastructures? Ça va me servir moi aussi pour sensibiliser mes enfants qui prennent trop de temps dans la douche. Ouais, ça aide aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment l'objectif. Avec la fresque, on le décline à toutes les échelles. Donc, c'est aussi ce qu'on fait à la maison. Ouais. Par rapport à ça, on a la thématique transport. Là, pareil, la thématique transport, c'est y aller petit à petit. Forcément, on ne va pas adresser les courts trajets de la même manière que les très longs trajets. Parce que souvent, il y a des comparatifs qui sont faits, par exemple, entre le vélo, la voiture, le train, etc., en termes d'impact carbone. Sauf qu'on est d'accord, mais si on compare un voyage de 30 km, 50 km, on va pas le faire à vélo, quoi. Donc voilà, il faut toujours partir du plus petit jusqu'au plus long. Et puis aussi, mettre aussi le prorata temps qui est important. Et ça, c'est là-dessus aussi, vous allez pouvoir jouer aussi par rapport à l'avion et le train, où en fait, c'est bien de déconstruire aussi les idées reçues sur le fait que l'avion est plus rapide. Alors, ça dépend pour aller où, bien sûr, mais dans certaines destinations, on se rend compte qu'au final, entre le fait de venir bien avant, d'attendre son avion, d'arriver souvent les aéroports qui sont quand même un peu plus excentrés et de retourner en centre-ville, pour les destinations, en tout cas en France, globalement, ça va être autant chronophage qu'un train, voire plus long
que certains trains aujourd'hui, que certaines lignes TGV. Après, c'est sûr que si on va aux États-Unis, là, la question ne se pose pas. Mais voilà. Et en tout cas, bon, pour les trajets les plus courts, c'est de privilégier la marche à pied, le vélo, à condition bien sûr que le club soit aussi accessible. Là-dessus, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des clubs qui sont quand même très enclavés, etc. Pas toujours évident. Pareil pour les transports en commun. Dès qu'il y a des transports en commun, c'est idéal de favoriser les transports en commun plutôt que la voiture, mais c'est vraiment pas le cas pour tous les clubs. Et de favoriser par exemple l'achat d'un véhicule électrique. Si on a Enfin, voilà, bon, il y a des accompagnements, des bonus qui sont renouvelés chaque année, mais bien sûr, ça reste quand même des véhicules qui sont chers. Voilà, mais sinon, c'est privilégier les trajets de privilégier le train. Et puis après, c'est à l'échelle d'un événement, vous pouvez aussi tout à fait mettre en avant ce que vous faites. L'idée de cette thématique, de cette catégorie-là aussi, c'est de mettre en valeur, en évidence tout ce que fait l'événement dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, ça peut être avoir des logements vraiment locaux pour tous les joueurs pour éviter trop de déplacements pendant le tournoi, par exemple. Ça peut être le fait d'essayer de mettre en place des navettes qui soient gratuites pour justement les joueurs, mais aussi le public potentiellement. Ça peut être des tarifications incitatives. Ça, il y a l'Open de Rennes, par exemple, qui le faisait alors que ça n'a pas été renouvelé. C'est vrai que je cite beaucoup la Bretagne. Mais parce que, en même temps, là, c'est parce que j'y étais il y a pas longtemps. Donc, j'ai des exemples frais dans ma tête. Mais voilà, là-dessus, ils avaient une tarification directement avec le transport en commun, ce qui fait que la personne qui arrivait avec son billet de bus, par exemple, il pouvait accéder directement, gratuitement et aller voir les matchs. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. C'est toujours pas mal. Il y a le covoit, bien sûr, qu'on peut mettre en évidence. Même si c'est pas toujours évident voilà, le covoiturage se fait pas mal dans les matchs par équipe, etc. Mais dans le cadre d'un tournoi ponctuel comme ça, c'est pas toujours simple. Et voilà. Et puis sur l'avion, si c'est un indispensable, parce que forcément on vient de l'étranger, c'est de limiter l'impact carbone. Bon après, s'il y a une escale et qu'on peut pas faire autrement, il y a une escale. Mais c'est vrai que typiquement les directs vont émettre moins en moyenne que quand on a des escales, puisque le décollage va être très émissif. Voilà, sur les actions par rapport à l'alimentation, là, ce sont des actions vraiment qu'on peut adapter en fonction pareil, de son échelle. Soit c'est à la maison, les habitudes, soit par rapport à la buvette qu'on propose, par exemple, dans le cadre d'un événement, d'un tournoi. Après, c'est toujours bien. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément spécifié au début de la formation, mais c'est bien d'installer la fresque en tout cas dans le cadre d'un tournoi, quand le tournoi met quand même des choses en place, parce que sinon, ça peut être un peu compliqué de dire à la personne d'aller trier ses déchets si derrière on n'a pas mis le tri, par exemple, à l'échelle du tournoi. Voilà, c'est une petite chose à garder en tête. Pareil, ici sur la sensibilisation, si vous mettez en avant le fait que c'est bien de végétaliser l'offre, faut être sûr que derrière, ça suive en restauration de votre événement pour éviter que vous preniez des remarques là-dessus, quoi. Voilà. Donc là-dessus, on peut privilégier fruits et légumes de saison, les circuits courts. Après, c'est toutes les habitudes chez soi, d'être attentif aux dates de consommation, et y compris dans le club. Ça, on en parlait samedi, de typiquement le dimanche, qui récupère quoi, et est-ce qu'on ne met pas les dates dès qu'on ouvre un produit pour être sûr qu'on ne va pas jeter quelque chose qui est neuf. Voilà, de tout ce qui est invendu alimentaire aussi, ça peut être récupérable. Il y a pas mal maintenant d'initiatives qui existent comme Too Good To Go, Phoenix, etc. Et le fait de trier les déchets, bien sûr, et de valoriser les biodéchets. Aujourd'hui, on peut aussi récupérer les biodéchets. Voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut demander, qu'on peut mettre dans le cahier des charges avec les prestataires, par exemple, dans le cadre d'un tournoi. Voilà, sur le matériel sportif, pareil, c'est toujours la même dynamique. C'est-à-dire que on essaye d'échelonner et de se dire que je retarde au maximum le fait de jeter mon équipement. Donc, je trouve tous les moyens possibles avant pour faire en sorte de le revaloriser avant qu'il devienne vraiment un déchet. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, bon, ce matériel, je l'utilise plus, donc je le stocke à la maison, j'en fais rien. Alors qu'en fait, on pourrait lui donner une seconde vie, le redonner au club pour faire des essais, des tests, des prêts dans les stages, etc. Bon, même si ça se fait quand même assez couramment. Mais là, c'est plutôt de sensibiliser le pratiquant, le licencié, quoi. Voilà, de réparer aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de recycleries sportives qui existent, mais dans le cadre de l'opération Balle Jaune, quand vous mettez dans le bac matériel, qui n'est pas encore développé vraiment à l'échelle de la Ligue Sans Val de Loire, mais il ne saurait tarder,
En tout cas, là-dessus, sur le matériel, quand nous, on collecte, c'est Écologie qui collecte la raquette, typiquement, elle va être d'abord redistribuée. C'est-à-dire que toute raquette qui est encore utilisable, ils vont la trier. Ils vont trier vraiment les raquettes hors d'usage et les raquettes utilisables. Ils vont les réparer et justement les redistribuer à des recycleries. Donc, elles sont réutilisées dès que c'est possible. Voilà, donc quand vous mettez dans le bac, c'est pas jeté, quoi. Ça ne devient pas un déchet encore, quoi. Voilà, et puis après, si vraiment c'est hors d'usage, surtout la balle notamment. Bon, la balle, on peut aussi allonger sa durée de vie. Là-dessus, on est en test avec la Ligue, Centre Val-de-Loire, avec des dispositifs de repressurisation, à voir si ça fonctionne. En tout cas, nous, on étudie ça pour justement produire une note à l'échelle nationale pour savoir ce qu'il en est. Voilà, et puis après, sinon, c'est de le mettre dans le bac de recyclage. Et puis après, c'est d'acheter d'occasion, par exemple. Plutôt que s'orienter vers des produits neufs, on peut aujourd'hui louer son matériel ou acheter d'occasion. Et ça permet quand même de réduire son impact assez considérablement. Donc voilà. Et sur l'opération Balle Jaune, bien sûr, la collecte des balles continue à bénéficier à des sols sportifs qu'on installe dans des lieux à vocation sociale et solidaire. Donc nos sols Opération Balle Jaune existent toujours. Donc voilà. Donc j'espère que je ne suis pas trop dans le noir parce que je ne vois pas forcément ma tête, mais je vois que toutes les lumières commencent à s'éteindre autour de moi parce que la nuit tombe. Mais voilà, tant que vous me voyez, ça va. Ça va, on te voit, on te voit. Parfait. Donc voilà, après on a donc tout ce qui est lié au numérique. Là, pareil, là, ça va vraiment être plutôt des habitudes à l'échelle individuelle. C'est-à-dire voilà, de penser à éteindre les appareils, parce que même en veille, ils vont consommer de l'électricité, de les débrancher. Alors ça, franchement, pareil, c'est pas du tout un réflexe. Enfin, faut avoir le réflexe, quoi. Faut prendre le réflexe de débrancher tous les chargeurs, etc., qu'on laisse souvent brancher. De protéger son matériel. Et puis après, voilà, ce qu'on a dit sur le Wi-Fi, plutôt que la 4G, 5G maintenant, réduire les usages intensifs de la vidéo, etc. Donc voilà, sensibiliser un peu là-dessus. Donc voilà sur les actions. Après, là, on va plutôt passer sur votre rôle en tant qu'animateur. Donc par rapport à votre rôle, donc on met souvent en évidence un triple rôle, mais c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est que vous allez être la personne coordinatrice de l'animation, c'est vous qui allez veiller à toute la dimension opérationnelle, même si parfois ça peut arriver que ce soit des bénévoles du tournoi qui montent le stand en amont et c'est vous qui venez animer, par exemple, ça peut être le cas dans certains événements, mais sinon vous êtes quand même garant, on va dire, du montage, du rangement du stand, de la gestion des participants, du temps d'animation, de la fluidité, etc. Vous allez être aussi le facilitateur, puisque vous allez assurer le bon déroulement de l'animation tout en favorisant les échanges. Ça, faut vraiment pas hésiter parce que en général, quand on installe la fresque, on va avoir un groupe qui va venir s'arrêter et le monde attire le monde. Donc ça, faut vraiment pas hésiter quand vous voyez qu'il y a des personnes qui s'intéressent derrière un groupe qui est arrivé juste avant ou avant, et que vous êtes déjà à l'étape 2, par exemple, voire l'étape 3, faut pas hésiter à les prendre quand même dans l'animation. Donc, ça demande quand même de répéter brièvement ce qui a été vu. Mais l'avantage, c'est que vous allez les catcher et les capter et les avoir dans votre sensibilisation. Là où, si vous ne les considérez pas du tout, ils vont repartir et finalement, ils ne vont pas être sensibilisés. Là où, et les personnes qui étaient avec vous, c'est pas grave si elles entendent 2 fois la même donnée à un moment de. Enfin, voilà, ça va pas du tout la déranger tant que vous prenez pas non plus 10 minutes à tout réexpliquer. Mais voilà, ça, faudra pas hésiter quand même à les prendre. Et ça peut arriver, moi, ça m'est déjà arrivé sur certains tournois d'avoir carrément une mini-conférence. Mais ça, faut voir à quel point vous êtes à l'aise dans l'animation. Parce que ça m'est déjà arrivé d'animer avec 30 personnes sur le stand parce que tout le monde s'est aggloméré au même moment entre 2 matchs, quoi. Et que ça a attiré du monde. Bon, voilà, ça peut être l'occasion aussi d'avoir des gros groupes, quoi. Même si ça rend l'animation parfois un peu plus difficile. Mais bon. En tout cas, il y a aussi l'aspect pédagogue, le fait de transmettre des messages clés. Mais comme je l'ai dit, en général, les gens passent un très bon moment et vous n'êtes pas là du tout pour être expert sur ces thématiques. C'est-à-dire que bien sûr, vous allez transmettre des messages et des données, des infos que vous avez, mais on ne vous demande pas d'être expert sur tous les enjeux. Et s'il y a des questions sur lesquelles vous ne savez pas répondre, vous ne savez pas répondre. Et donc, nous, c'est notre rôle après à la Fédé de vous apporter justement des données en plus, ou bien on a un formulaire fait exprès pour que la personne, si elle a vraiment des questions plus spécifiques, elle peut directement les poser sur le questionnaire. Et donc, c'est moi qui reçois directement le questionnaire et je traite en direct avec la personne ou le club.
voilà, donc ça, souvent, nous, on a des questions sur l'opération balle jaune, comment devenir point de collecte, parce que c'est possible, un club peut devenir aussi point de collecte, etc. Voilà, des données qu'on a, et comme ça, nous, on regroupe derrière et on partage les infos. Voilà. Après, sur la qualité, d'enthousiasme, dynamique, on porte des sujets qui sont un peu lourds, où on peut faire face à de la réticence au changement, etc. Là, il ne faut pas hésiter à être dans le dynamisme, de se dire il y a des bonnes actions qui existent, avançons ensemble, etc. Il ne faut vraiment pas que la personne elle sorte et qu'elle se dise j'arrête le tennis, c'est foutu, j'arrête tout. Voilà, là, l'idée, c'est plutôt de les accompagner vers qu'est-ce qu'on peut entreprendre justement à notre échelle. De s'adapter, ça c'est hyper important. Hein. Ça, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Mettez toutes les billes de votre côté. En tant qu'animateur, vous avez la chance de leader le dialogue. Donc en fait, quand vous êtes devant votre fresque et qu'une personne s'arrête, n'hésitez pas à savoir qui est la personne, quoi, directement. Donc quel profil c'est? Est-ce que c'est un pratiquant? Est-ce que c'est un dirigeant de club? Est-ce que c'est un fabricant d'équipements, par exemple? Ça a déjà été le cas. Voilà, ou est-ce que c'est une personne qui n'y connaît rien au tennis? Parce qu'on a aussi des personnes qui participent à la fresque et qui sont juste accompagnateurs de fans de tennis, par exemple, et du coup, qui au final ne connaissent pas grand-chose au tennis, mais font l'animation avec... voilà, ils apprennent aussi plein de choses. Comme ça vous donne des billes pour votre animation. Et puis après, d'être confiant, hein, d'avoir les fiches souples, détendues, souriants, enfin voilà. Et puis après, à vous de vous préparer en fonction de ce dont vous avez besoin. Hein. Si vous avez besoin de travailler un peu avant, n'hésitez pas. Et puis si vous le sentez comme ça, vous animez en direct. Enfin voilà. Vous avez donc un espace animateur. On a une nouvelle rubrique. Donc pour le quiz, hein, vous avez par exemple 14 questions à peu près, je crois que c'est 14 minutes pour vous tester juste avant une première animation. Souvent, c'est bien de le refaire pour se replonger un peu dans les infos. En plus, c'est assez ludique. Et après, sinon, vous avez toutes les autres infos. Vous avez le bouton aussi de suivi de nombre de personnes sensibilisées. Bon, ça, je vous le remettrai dans le mail récap, mais c'est un compteur, hein, c'est vraiment un form à remplir. Et après, ici, sur le stand événementiel, vous allez avoir toutes les ressources. Donc, typiquement, le visuel, le support de formation, les fiches mémo qui sont donc en format PowerPoint pour que vous puissiez les adapter. Parce que c'est bien de vraiment mettre en avant toutes les données que vous avez de votre tournoi ou de l'événement dans lequel vous organisez, ou du lieu en tout cas où vous êtes, le webinaire. Et après, vous avez ici aussi un espace retour d'expérience. Là, le retour d'expérience a été depuis. Il y a eu pas mal de témoignages. Mais globalement, l'objectif ici, en fait, c'est à la fois de partager ce que vous avez, votre animation pour nous, notre équipe, pour qu'on puisse adapter, améliorer l'outil ou les ressources, etc. Donc là, tous les retours, vraiment, vous pouvez faire tous vos retours. Mais c'est aussi pour que les territoires, entre vous puissiez aussi voir ce qui se passe ailleurs et comment c'est animé, quelles sont les idées, etc. Et d'avoir un peu de partage d'expérience aussi. Voilà. Et puis après, donc par rapport au suivi, alors vraiment de prendre soin du matériel, ça c'est hyper important parce que comme c'est une fresque qui est prêtée, ça c'est vraiment l'objectif, hein, c'est la ligue qui le prête, etc. Surtout veiller bien à, alors ne pas casser, ça c'est une chose, mais surtout souvent il y a des petites vis. Donc c'est bien de bien vérifier avant de le rendre qu'il y a bien les vis, toutes les vis. Et pareil sur les caches, ça c'est hyper important d'être rigoureux parce qu'en fait on en perd très facilement des caches. Et quand on a des trous justement dans la fresque, ça devient un petit peu moins ludique. Donc ça c'est hyper important de bien veiller à ce qu'on range bien tous les caches, etc. Pareil pour les pictos, des bonnes actions. Alors nous on a eu beaucoup de vols sur les gros tournois. Parce que à Roland, on nous vole n'importe quoi, y compris les patterns des toilettes, on nous les pique. Donc, ce n'est pas représentatif, je pense, de tous les événements en France. Mais faites quand même attention aux stickers. Moi, j'ai l'habitude, quand j'ai, y compris ce format-là, quand j'anime et que je pars en pause déjeuner, par exemple, ou que je dois partir pour X ou Y raison, j'enlève les stickers. C'est comme ça, je suis sûre qu'ils sont rangés et que personne va les prendre. Surtout les pictos actions, parce que typiquement, la raquette avec le cœur, elle est pas mal. Après, à Roland, on nous les prenait aussi parce que c'était des magnets et donc on peut vite les mettre sur son frigo, etc. Là, un scratch, on va moins le scratcher. Mais voilà, tout ça, ayez ça en tête quand même au cas où. Et puis après, vous pouvez bien sûr faire un retour qualitatif. Alors, soit sur l'espace Padlet, même par mail, hein, si vous le souhaitez. Pendant le compteur, on le demande aussi. Et la dernière chose, c'est de faire remonter les personnes intéressées. Donc là, ce questionnaire, vous pouvez vraiment l'utiliser de deux manières. Soit la personne, elle se dit
génial, c'est top cette animation, moi aussi je veux me former, ou alors je veux en parler autour de moi, je veux le proposer dans mon club, etc. Bah là, vous avez un questionnaire vraiment pour ça. Soit c'est directement pour faire remonter une question, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'opération Balle Jaune, sur le label, club engagé. C'est vrai que ça peut être l'occasion, cette fresque, de présenter un peu le label, etc. En tout cas, moi, du coup, je répondrai en direct avec la personne. Voilà, donc là-dessus, faut pas hésiter à partager. On a aussi un QR code si jamais la personne a un téléphone pour le scanner directement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour justement de toutes les thématiques et de l'animation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, juste, je me permettrais de rajouter que la Ligue, elle est plutôt sensible à la mise en avant du label FFT engagé. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que nous, sur les territoires, on va essayer de mettre en place. Donc ça nous permettra aussi, par ce biais-là, de parler de la fresque écologique au club. Ouais. Et à côté de ça, comme le disait Sébastien tout à l'heure en préambule, faut surtout pas hésiter à prendre contact avec les comités et par extension avec les conseillers en développement des territoires pour demander le prêt de la fresque et puis de la mettre en place à l'occasion d'un tournoi, d'une animation, même en club. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Ouais, complètement. Surtout qu'il y a Anthony qui maîtrise bien le sujet chez C'est nous. ça. Donc, Moi, je parle pour mon département. Donc voilà, dire au On club a de déjà pas. une, mais j'ai pas regardé comment ça fonctionnait. Ouais, bah après pour le prêt, oui. C'est vrai qu'en général, on a souvent la demande des clubs, comment ça se passe pour le prêt des stands, etc. Après, chaque ligue fonctionne un peu à sa manière, on va dire, mais oui. On en a 3, je crois, nous. Ouais. Ouais, donc ça permet quand même de tourner relativement facilement. Mais Non, je voilà, pense qu'il y a une méconnaissance de l'existence de la fresque, je pense. Oui, du dispositif, ouais. Après, c'est aussi parce que ça demande un peu d'investissement aussi, d'animer ce type d'atelier, etc. Ça prend du temps, il faut quand même avoir un bénévole sur place. Après, on a aussi des tournois qui parfois ont installé la fresque ou en tout cas des modules de sensibilisation sans pour autant qu'il y ait une personne qui anime. Après, bon, ça a beaucoup moins d'impact quand même. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile de trouver aussi des bénévoles ou en tout cas des personnes motivées et disponibles pour animer. Voilà, mais oui. Mais effectivement, et dans le label club d'ailleurs, la fresque fait partie intégrante du dernier chapitre du label. Donc typiquement, s'ils organisent une fresque, ils ont aussi des points liés à ça, etc. ouais, Donc c'est quand tout à même fait. valorisé. Voilà. Mais Céline, elle va nous porter la bonne parole. N'est-ce pas, Céline? Elle répond pas. Oui. Si, mais j'avais coupé le micro. Donc voilà, donc de toute façon, je pourrais vous envoyer tout le récap par mail et l'accès à l'espace animateur aussi, bien sûr, pour avoir toutes les infos. Et puis après, moi, je reste aussi disponible de mon côté s'il y a la moindre question. Et c'est vrai qu'on a un dernier format de fresque, parce que là, je ne l'ai pas forcément évoqué ce soir, mais on a aussi, on est en train de développer un format fresque qui bouge, où en fait, c'est un format team building qu'on organise sur un cours de tennis. Et en fait, qui se fait avec le matériel pédagogique classique. Il faut juste des plots et les barres, là, des petites haies et des sauts de balles. Et après, grâce aux cartes de la fresque, on anime avec deux équipes qui vont s'affronter dans des épreuves de vitesse-adresse, de rouler de balles, de lancer de balles. Et en fait, elles sont sensibilisées en même temps à tous les enjeux environnementaux. Et donc ça, c'est une activité qu'on fait en 1 heure, qui marche très bien aussi, que ce soit les publics jeunes, ou moins jeunes. Et voilà, et ça, on l'organise pas mal dans des clubs. Donc ça, si ça intéresse, je pourrais aussi envoyer une Oui, parce présentation que ça, dessus. c'est quelque chose qui peut être utilisé, par exemple, sur des stages de vacances avec des jeunes Ouais, où complètement. on... ouais, Ouais, ou souvent on cherche une animation à faire d'ailleurs, et du c'est coup, ça. voilà, ça peut. Ouais. Et on le fait, nous, avec les ramasseurs de balles aussi. Parce D'accord. qu'en fait, c'est Oui. le rôle du ramasseur. En fait, c'est un peu incarner le ramasseur, parce qu'on fait du roulé, du lancer. Donc souvent, on le fait avec les ramasseurs de balles pendant Roland et sinon au CNE, on l'a déjà fait. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal dans un tournoi avec les ramasseurs en amont ou après. Enfin voilà, ça peut être une idée aussi. Donc Absolument. voilà. Bonne idée. Ok.
Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Ben non, moi je suis désolée de peu de fréquentation, mais Mm. Ouais. Bah, après, l'avantage, c'est que c'est enregistré, donc si ce sera partagé après, ils pourront oui, Ouais, c'est regarder ça. en C'est-à-dire que replay. Ouais. derrière, il faut espérer qu'il y ait un maximum de Mm. replay pour que Oui, voilà, il y ait un maximum de clubs oui. qui prennent en ouais, main le sujet ou en tout l'outil, cas qui s'y intéressent et puis qui regardent un petit peu tout ça, quoi. c'est ça, ouais. Mm. À nous d'en parler dans les clubs, C'est Mathieu. ça. C'est C'est ça, mais ça. encore une fois, comme la Ligue est vraiment, c'est un des indicateurs qu'on nous demande de mettre en avant, nous, en tant que conseillers en développement, enfin là, pour le coup, je parle pour moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer bah, quasiment à chaque visite de club, d'essayer de parler de ça sur le label et puis aussi sur l'intérêt de la fresque écologique pour la mise en place d'animations euh, sur des temps qu'on peut identifier au sein des clubs, quoi. Mm. Top. Parfait. Parfait. Bon, bah Bon, bah, écoutez, merci. Mm. merci beaucoup. Et puis, Merci beaucoup. Bonne soirée à bonne vous. soirée. Ouais. Mm. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Hop.